Mesdames, Messieurs, bonjour. Après 2 ans d'incertitude, plusieurs dizaines de morts, dans des manifestations violentes, des dégâts matériels inestimables, les Guinéens ont fini par accepter de s'asseoir, aidés en cela par l'implication très remarquée de la communauté internationale. Les acteurs politiques ont ces derniers temps discuté, d'abord du 5 au 9 juin, puis les 2 et 3 juillet 2013. Ce mercredi 3 juillet, avec toutes les bénédictions, ils sont arrivés à un accord global qui prévoit les élections législatives dans 84 jours. Puis un certain nombre de mesures sont envisagées pour sécuriser le processus électoral et les acteurs concernés. Pour parler de toutes les questions autour de ce dialogue, autour de l'élection législative, l'émission Gouvernance reçoit les facilitateurs nationaux de la crise guinéenne. Ceux-là même par qui le sourire est revenu dans la maison Guinée. Son Excellence Aboubacar Somparé, ancien président de l'Assemblée nationale, facilitateur national. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Docteur Salifou Silla, également facilitateur national, ancien ministre de la Justice. Professeur, bonjour. Bonjour. Ma première question pour Excellence Somparé. Son Excellence, aujourd'hui, toute la République du Guinée vous a manifesté, surtout hier, sa reconnaissance par la voix du premier magistrat, le président Alpha Condé, quand il vous a reçu à Sékou Touré. Alors, cet hommage aujourd'hui, envers les facilitateurs, envers tous ceux qui se sont impliqués dans cette crise, qu'est-ce que cela a comme signification pour vous? Bon, d'abord, c'est une satisfaction de voir que la paix est revenue dans la maison Guinée. En effet, nous avions frôlé la guerre civile. Si les manifestations avaient continué telles qu'elles avaient commencé, ce serait la voie directe vers la guerre civile. Parce que de plus en plus, le débat se communautarise. Et s'il en est ainsi, évidemment, c'est des susceptibilités qui vont provoquer la guerre civile. Donc nous sommes tous heureux qu'on ait pu arriver, qu'on ait pu déboucher aujourd'hui sur un dénouement qui apaise le climat politique guinéen et qui rassure tout le peuple de Guinée. Le président l'a reconnu hier et il a félicité tous ceux qui se sont impliqués. D'abord les partis politiques, ensuite les facilitateurs et la communauté internationale qui a beaucoup aidé pour le reconnaître. Ainsi donc, moi je pense que c'est un grand pas que nous avons franchi. Nous souhaitons que cela aille de l'avant et qu'il n'y ait plus question d'aller en arrière. Docteur Salifou Silla, est-ce que vous pensez que vous êtes entré dans l'histoire? Est-ce que vous avez pensé hier que c'est une délivrance pour le Guinéen? Je pense que c'est un très grand soulagement pour tous les Guinéens. Entrer dans l'histoire, je n'aime pas trop les grands mots, mais ce qui est certain, c'est que nous avons apporté notre modeste contribution à ce travail. Et cette contribution n'aura son couronnement que quand nous aurons fini les élections et que tout se sera déroulé dans les termes que nous souhaitons, dans la paix. Et en ce moment-là, je pense que nous verrons que notre travail est accompli. Hier, nous avons fait une grande étape. Mais c'est une grande étape qui est sur un chemin qui doit nous conduire au résultat qui sera le plus important, c'est l'organisation de ces élections dans un climat de fraternité, de paix. Quand nous serons là, je pense que nous aurons plus de satisfaction en ce moment-là. Mais déjà, nous sommes très 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 contents et je voudrais rendre hommage à toutes les parties prenantes qui ont contribué à ce climat. Vous savez, il y a quelques semaines, personne ne pouvait imaginer qu'on serait arrivé à ce résultat. Alors, si nous avons pu apporter un minimum de contribution à ce fait-là, je pense que nous ne pouvons que nous réjouir et nous associons notre collaborateur extérieur qui a fait preuve d'une très grande compétence, mais pour cela, je pense qu'on l'a choisi aux Nations Unies parce qu'il est très compétent. Mais c'est surtout, je pense, l'amour qu'il a manifesté pour la Guinée, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et rendre hommage aux gens. Je le sens animé de beaucoup de flammes pour la Guinée, parce que même quand une mission vous est confiée,
Si vous n'avez pas une adhésion à cette mission, vous savez, vous ne pouvez pas la réussir complètement. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour lui rendre hommage. Nous deux, le président Samparay et moi, nous sommes dans notre mission au service de ce pays. Nous avons eu des responsabilités à exercer dans ce pays-là. Si nous le faisons d'abord pour nous-mêmes. Mais lui, il est venu, en dehors de l'investissement de la communauté internationale. C'est de M. Saïd Zinit. Je parle de M. Saïd Zinit. Et je voudrais associer à cet hommage toute l'équipe qui le soutient. Nous sommes parvenus à former véritablement une équipe. Je voulais souligner ça d'entrée de jeu pour que vous sachiez dans quel climat nous avons travaillé, de convivialité, de confiance réciproque. C'est ce que je voulais souhaiter, mais je me réjouis pour notre pays, pour ce qui s'est passé hier. Ce moment est émouvant. Après 2 années d'incompréhension sur l'organisation des législatives, l'opposition et la mouvance arrivent à cette accolade des plus fraternelle. La nation et la communauté internationale qui accompagnent les acteurs applaudissent ce sens du devoir. Le consensus retrouvé porte essentiellement sur l'opérateur de saisie, le fonctionnement de la CENI et le chronogramme électoral. Nous espérons que ces accords vont enfin permettre à notre pays de renouer avec la paix, avec la convivialité entre les acteurs politiques, mais aussi et surtout avec les conditions idéales pour que notre pays recommence à aller de l'avant dans le sens de son développement économique et social, mais aussi dans le sens de la consolidation de l'unité nationale et du renforcement de la cohésion sociale. Ces élections ne sont certainement pas une fin en soi, mais elles vont nous permettre enfin de sortir de la précarité institutionnelle dans laquelle nous étions. Selon l'accord politique global, les législatives devront se tenir dans 84 jours. L'ouverture d'une période de révision additionnelle de 15 jours est prévue afin de permettre à tous de se prononcer sur la désignation des futurs députés du pays. Le collège de facilitateurs qui a conduit le dialogue salue la disponibilité et la bonne volonté des acteurs à parapher ces accords qui annoncent de bonnes perspectives pour le pays. L'opposition et la mouvance se font désormais confiance pour aller vers ces élections. La Guinée affiche son unité. Nous réaffirmons que notre projet reste d'unir la Guinée dans sa pluralité, de rassembler les Guinéens dans leur diversité, de refuser que tout Guinéen, toute Guinéenne, quelle que soit sa sensibilité, soit exclu du processus de construction nationale. Nous voulons réaffirmer ici qu'en étant aujourd'hui considérés comme la majorité politique du pays, nous n'oublions pas pour autant les devoirs impérieux que nous avons vis-à-vis de ceux de l'opposition qui défendent d'autres programmes, d'autres opinions dans le cadre d'un état de droit et dans le cadre du respect de nos institutions républicaines. Une commission de suivi est constituée pour veiller à l'application de l'accord du 3 juillet. Cet accord a été signé en 4 points. Est-ce qu'on peut avoir une idée des 4 principaux points sur lesquels les accords ont été signés? D'abord, le fonctionnement de la CENI, le vote des Guinéens à l'extérieur, le chronogramme et le fichier électoral naturellement. C'est sur ces 4 points qu'il y a eu des accords. L'origine des divergences, c'est le manque de confiance. L'opposition n'avait pas confiance, en particulier au travail de Waymark, l'opérateur qui avait été choisi. Le mode de choix même de l'opérateur prête à confusion. Mais dans tous les cas, l'opposition n'était pas d'accord tant que c'était Waymark qui n'allait pas s'associer au processus. Donc par compromis, par voie de compromis, de concession réciproque, on a fini par s'entendre. Et les 4 points ont été acceptés, moyennant quelques aménagements, et finalement on a abouti à la signature. Si nous prenons le cas de Waymark, qui était le problème le plus sur lequel l'opposition tenait le plus, qu'est-ce que l'opposition a ciblé dans le cas Waymark? Qu'est-ce que la mouvance a ciblé dans les discussions? Waymark va être présent pendant comment on appelle la réalisation des listes électorales, mais ne participera pas au reste du processus.
l'opposition a voté, la majorité a consenti cela, que Moué marque son travail s'arrête à l'identification des électeurs, mais qu'il ne puisse pas poursuivre le reste du travail. Ça a été des concessions réciproques, évidemment. Bien, Dr Sylla, sur la même question de Oumar, puisque c'était un problème très important. Oui, c'est un problème très important et je dois dire que, vous savez, dans ce processus, le mieux est qu'il y ait la confiance. Il n'y avait pas de confiance, il y avait divergence d'interprétation quant au choix de cet opérateur. Et à un moment donné, il était dit que pour rien au monde, l'opposition ne participerait aux élections tant que Ouémak serait là. Donc, c'est un pas important qui a été accompli, comme le président Somparé vient de le souligner. Il est retenu pour l'établissement des listes, mais pour ce qui est des résultats, il ne participera pas et il y aura un comptage manuel, avec la présence de toutes les parties à ce comptage. Et au prix de cette concession, bien sûr, l'opposition a accepté de participer aux élections et évidemment la mauvaise présidentielle également a accepté que ces résultats soient comptabilisés manuellement parce que ça va rassurer tout le monde. On a parlé également de la présence sur le fichier de 4 experts nationaux, 2 choisis par la mouvance, 2 choisis par l'opposition. Quel va être leur travail? Non, en réalité, tout ça c'est pour restaurer la confiance au fond. Le travail est fait, nous avons l'assistance internationale qui a beaucoup contribué à la sécurisation des fichiers. Les experts de l'OIF, des Nations Unies, de l'Union Européenne. Voilà, tout le monde a participé à la sécurisation. Mais la participation de ces experts-là, c'est un plus, simplement. Si ça peut donner plus de confiance. Alors c'est pour ça que chacune des parties a accepté qu'il y ait 2 experts qui viendraient juste, non pas pour refaire le travail, mais pour superviser un peu et rassurer. Président Somparé, à la date d'aujourd'hui, une partie des électeurs guinéens a été recensée, une autre partie n'avait pas été conviée par les leaders de l'opposition à aller se faire recenser. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que tous les Guinéens se retrouvent sur les listes? C'est pour cette raison que le délai d'enregistrement a été prolongé pour permettre à l'opposition de faire inscrire et de faire enrôler tous les citoyens qui n'avaient pas été enrôlés de l'opposition. De la même manière, ceux qui avaient été enrôlés en 2012, près de 300 000 et quelques, le cas a été posé et discuté. On a retenu que ces cas-là soient éliminés pour que les citoyens reviennent à l'enrôlement d'une deuxième fois. C'est surtout du côté de la majorité. Il y a eu des concessions de part et d'autre. Donc c'est dit que le recensement va reprendre. Ceux qui ont été recensés en 2012 vont encore revenir devant les commissions. Et l'opposition aura le temps de se faire enrôler. Ainsi que ceux de la mouvance aussi. Exactement, tout le monde. Bien. Donc, on a parlé de 84 jours, à partir de la signature hier. Oui. Alors, sur quelle base les 84 jours ont été déterminés? Bon, les experts techniques de la communauté internationale, après avoir étudié la question, avaient retenu qu'il fallait obligatoirement, à partir de la date de signature de l'accord, 73 jours. À cela maintenant, il faut ajouter le temps d'affichage et d'enrôlement, plus 73 jours, plus 14, plus comme 11 jours, ça fait 84 jours. C'est à partir de là. Professeur Sylla, je reviens à vous. Tout ce qui est encore du fichier électoral. On a parlé aussi du dédoublonnage biométrique. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que dans la discussion ça va apporter? Il est possible que certains gens se soient inscrits et qui pouvaient ne pas remplir les conditions. Des mineurs ont pu être inscrits. Ou les gens ont pu s'inscrire plusieurs fois. Alors il faudrait, par ce mécanisme-là, assainir les fichiers, aussi bien enlever. Vous savez, les gens se sont précipités, se sont inscrits. Il y en a qui sont inscrits dans différentes... Et ce mécanisme de biométrie devrait
permet de retrouver ceux qui sont inscrits à plusieurs reprises, qui sont le doublon et tout ça. Et cette vérification, elle est faite non seulement ici, mais également on envoie au niveau de l'Union européenne. Donc il y aura un double contrôle pour pouvoir éliminer ces doublons-là. L'autre aspect qui a été évoqué, qui était un cheval de bataille de l'opposition, c'était le fonctionnement de la CENI. Vous êtes parvenu à quoi, en ce sens? Il faut dire que beaucoup de dysfonctionnements avaient été constatés au niveau de la CENI. Je ne vais pas entrer dans toutes ces considérations, mais le débat, le dialogue a constaté ces dysfonctionnements et qu'il était impératif de corriger ces dysfonctionnements. C'est pour cela que, tout en laissant à la CENI les compétences qui lui sont conférées par les textes, son indépendance, mais il n'empêche qu'il y aura une indépendance relative. Vous savez, les institutions, c'est toujours une indépendance relative. Même quand on parle de la justice, indépendance, c'est au niveau de quoi d'abord? Je crois que c'est au niveau de la pensée du juge, au fond. Rien n'est totalement indépendant dans un pays. Votre indépendance s'inscrit dans le respect des règles qui vous gèrent. Alors c'est ça, fondamentalement, l'indépendance. On respecte son indépendance. Mais ce n'est pas mauvais quand il y a eu tant d'agitation dans un pays qu'il y ait un mécanisme qui aide à éviter toute autre chose. Et c'est pour cela qu'il y aura ce comité de veille qui ne sera pas là pour se substituer à la CENI, mais qui doit veiller quand même à attirer l'attention chaque fois que ça ne va pas. Et il y a un comité de suivi qui sera là également, là pour surveiller tout le processus, dont les facilitateurs là, nous sommes membres. C'est-à-dire que notre travail n'est pas terminé, nous continuons jusqu'à la fin. Jusqu'au résultat accepté par tous les deux. Ah oui, nous continuons. Président Sompare, sur la question, comité de veille. Oui, le comité de veille, c'est pour, comme on l'a dit tout à l'heure mon collègue, c'est pour amener la CENI à respecter les règles de son fonctionnement. Bon, ils en ont été offusqués parce qu'ils ont senti comme si c'était une sorte de contrôle qu'on leur a exercé. Et ceci-là a dit que toute indépendance est relative. En réalité, vous savez, la CENI comprend une partie de l'opposition, une partie de la majorité, la société civile et les représentants de l'administration, ce qui fait un total de 25. Alors, il y a un bureau et l'assemblée plénière. L'opposition se plaignait que des décisions étaient prises de façon unilatérale par l'autre camp, c'est-à-dire le président et quelques vice-présidents. C'est ce qu'on a corrigé entre autres. Et puis la régularité des séances plénières et ainsi que le statut qui conférait à la session plénière toute son autonomie. Nous avons reconnu cela et le comité de veille va se veiller justement sur le respect de tout cela. Mais ce n'est pas une façon de contrôler la CENI, parce qu'ils sont très frileux pour ce qui concerne leur contrôle. Alors, maintenant, le comité de suivi, nous allons suivre jusqu'à l'exécution, jusqu'à le vote, l'exécution quotidienne des différents actes recommandés par le dialogue. Étape par étape. D'accord. Tout ce qui concerne en plus la CENI, peut-être que le débat viendra à un autre moment. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la politisation des membres de la CENI est un handicap par rapport à une CENI, par exemple, c'est purement technique? Ceci-là est bien placé pour répondre à cette question. Ceci-là, vous qui êtes il est membre du CNT. Membre du CNT également. Oui, je dois vous dire que le CNT avait envisagé de mettre en place une CENI que nous avons appelée non politique. C'est-à-dire en fait une CENI qui aurait été composée de personnes choisies selon certains critères qu'on avait déterminés, parmi les ingénieurs, les professeurs d'université, là, mais qui ne seraient pas les représentants des partis politiques. C'était ça l'option du CNT. Et nous étions à la veille d'adopter cette loi en séance plénière. Mais il y a eu protestation
aussi bien du côté du gouvernement que du côté de l'opposition. Ils ont dit non, il faut que les gens soient représentés politiquement. Nous, notre crainte, c'était que une CENI composée par les représentants ne se transforme en mini-parlement. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, même quand les gens disent qu'ils ont prêté serment à autre là. Mais vous savez, les gens n'arrivent pas encore à transcender leur appartenance politique. Le serment est très clair. Une fois que vous avez prêté serment, vous êtes censé ne plus appartenir à un parti, vous n'êtes pas là pour le compte du parti. Mais vous savez bien que ce n'est pas malheureusement ce qui se fait, et ce que nous avons redouté, c'est ce qui s'est produit. Souhaitons certainement que la prochaine Assemblée nationale, après les élections, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire de... Oui, c'est possible qu'on change. Ouais. Monsieur... Pour voir qu'est-ce qu'il faut faire de... Oui, c'est possible qu'on change. Ouais. Monsieur le Président Somparé, je reviens à vous dans toujours ce dialogue qui a été obtenu hier, cet accord qui a été obtenu. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement, est-ce qu'il y a des mesures d'apaisement que vous avez envisagées, puisque les textes qui ont été signés ont été proposés par vous, les facilitateurs? Bon, les premières mesures d'apaisement, c'est que le gouvernement a pris l'engagement de protéger désormais et les manifestants et les leaders politiques. Ce n'était pas le cas? C'était le cas peut-être dans le cas d'une façon générale, mais il s'agit maintenant de façon spécifique et circonstanciée de veiller sur la sécurité des uns et des autres. Parce que malheureusement, les mouvements de masse entraînent toujours des violences. Or, les violences doivent être proscrites dans l'action politique. Il faut nécessairement que l'on protège les leaders, que les leaders ne soient pas à la merci de n'importe quel citoyen. Parce que le risque que nous courons, et je ne le souhaite pas pour notre pays, c'est la constitution de milices. Un parti politique qui se sent agressé, finalement finira par réagir en créant sa milice. De proche en proche, si tout est parti créer leur milice, le pays deviendra ingouvernable. Que Dieu nous en garde. Donc c'est pourquoi le gouvernement a pris cette disposition. Deuxièmement, les gens qui ont été blessés, qui ont eu des dommages, le gouvernement a pris l'engagement de les indemniser. Mais suite à l'examen par la justice de tout ce qui a pu être commis comme dégâts. Et c'est la justice qui va établir, disons, pas les montants, mais en tout cas la manière dont on va dédommager les gens. Ça, c'est reconnu par le gouvernement. Il y a maintenant d'autres mesures d'accompagnement, telles que nous avons parlé du comité de suivi, qui va veiller dessus, etc. Mais cette affaire de dédommagement des victimes pose problème en droit. Parce qu'il y a eu une succession de manifestations, une succession de dégâts, il y a eu des morts. Comment on va s'y prendre, professeur, vous qui êtes un juriste? Non, mais je pense que le président Somparé a dit, d'abord le principe de l'indemnisation a été accepté par le gouvernement. Mais vous savez, une indemnisation est toujours établie après examen de la situation. Je ne peux pas venir comme ça dire, voilà, j'ai perdu 50 millions ici, il faut indemniser, mais là, on doit étudier. Et il n'est pas dit que spécifiquement, c'est dans tel camp qu'on va indemniser. Quand on parle en termes de loi, il faut parler en termes de citoyens. Il ne s'agit pas de dire, bon, il y a eu, c'est de ce côté qu'il y a eu des blessés au-delà. Nous prenons les citoyens. Il est possible, bien sûr, que les blessés et les morts soient beaucoup plus nombreux d'un côté que de l'autre. Mais l'équité voudrait qu'on envisage de tous les côtés. Alors, le gouvernement a acquis à ce principe. Mais il faut quand même une évaluation de l'indemnisation. Et ça ne peut se faire que par le fait de la justice. Mais je crois que ce qui est à présent, c'est le fait que déjà, ce problème a été posé et que le gouvernement ait accepté ce principe de l'indemnisation.
Et là, je pense que c'est un pas très important. Et toutes ces mesures de protection des leaders politiques et des citoyens, ces mesures qui ont été envisagées, et je pense que ça devrait demander de l'effort de tous les côtés. Parce que les manifestations, c'est autorisé, ben, il faut devoir canaliser les choses, il ne faut pas que ça devienne des moyens d'affrontement violent. Et ça, je pense que tout le monde doit s'engager à cela. Président Sompare, est-ce qu'un délai a été donné pour les indemnisations? Ça se fait avant, pendant la période avant les élections, ou ce sera peut-être après les élections? C'est à la discrétion de la justice. On n'a donné aucun délai. Aucun délai n'a été donné? Non, c'est la justice qui va faire son travail dans sa souveraineté. Relative, comme l'a dit tout à l'heure le professeur. Même l'indépendance de la justice est relative. Mais ils vont travailler quand même de façon souveraine. C'est eux qui vont déterminer maintenant le délai. Professeur Salif, je reviens avec vous. Qu'est-ce que vous attendez de la société civile dans l'accord qui a été paraphé hier? Parce que la société civile a été nommément citée pour les mesures d'accompagnement de ce processus. Mais je pense qu'en tant que tel, la société civile n'intervient pas dans l'accompagnement, à mon sens. Et ce qui est important, c'est que tout le monde participe à l'apaisement dans la société. La société civile a été citée. Il y a également des mouvements de femmes qui nous ont accompagnés dans tout cela, qui étaient là même quand on était dans les travaux. Elles étaient à la porte pour dire, il faut tenir compte, ce sont nos enfants, pour tout ça. Tout le monde doit participer à cet esprit d'apaisement. Je crois que c'est dans ce sens-là. Parce que vous savez, la difficulté dans cette histoire de société civile, c'est que souvent il n'y a pas de cohésion dans la société civile non plus. Il vous suffit d'examiner, vous voyez tout de suite des tendances, d'un côté comme de l'autre. Ça me rappelle toujours cette situation qui parlait avant. Les gens disent, bon c'est la majorité silencieuse, là. Mais la majorité silencieuse, étant donné qu'elle est silencieuse, qui va dire c'est ça le problème de fond. Mais je crois que l'important est que tout le monde s'investisse dans cet apaisement général. D'abord, la responsabilité fondamentale incombe évidemment au gouvernement, aux partis politiques. Mais je crois que tous les citoyens guinéens doivent aller dans ce sens. Et c'est là le problème. Amis téléspectateurs, avant de continuer ce débat, je vais vous proposer la réaction du président de la République, l'enthousiasme avec lequel hier le président Alpha Condé a reçu les acteurs politiques et les facilitateurs. Je vous propose ce reportage. Je tiens à vous exprimer toute notre gratitude pour la sagesse dont vous avez fait preuve en initiant ce dialogue politique, Monsieur le Président. L'accord conclu ce jour vous honore et honore l'ensemble des acteurs politiques de tous bords et le peuple guinéen. En effet, comme j'ai eu à le dire hier à l'issue de la réunion du dialogue, au-delà de toute considération politique, la Guinée s'est enrichie du fait qu'il a renoué avec la tradition séculaire de dialogue qui a fait toute sa grandeur et l'unité de ce pays. À l'heure où le gouvernement, la CENI, ainsi que les partis politiques, chacun ce qui le concerne, s'engagent dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord vers la tenue des élections législatives, vous pouvez compter sur le soutien indéfectible des partenaires internationaux, soucieux d'accompagner la Guinée dans la consolidation de ses institutions démocratiques. Nous sommes conscients que la tenue des élections législatives et la mise en place de l'Assemblée nationale ouvriront la voie à une phase plus propice à la mobilisation de toutes les énergies du pays vers le redressement et le développement socio-économique avec le soutien des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues facilitateurs nationaux avec lesquels nous nous sommes employés à soutenir les partis tout au long du dialogue. Je tiens également à saluer la parfaite symbiose entre les acteurs politiques guinéens ainsi que la contribution importante de la CENI et des partenaires internationaux.
Je salue également le ministre d'État François Fall pour sa présidence efficace des travaux du dialogue, ainsi que le Premier ministre, sous la direction duquel le dialogue a été placé. Monsieur le Président, en conclusion, permettez-moi de vous féliciter personnellement, Monsieur le Président, en tant que Président de la République et chef de l'État, pour cette avancée significative dans la recherche de la cohésion sociale et nationale, et nous sommes reconnaissants pour avoir donné l'occasion de mettre en place ce dialogue qui a permis cette grande avancée démocratique dans ce pays. Merci, Monsieur le Président. Je dois d'abord remercier nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, et particulièrement notre frère Saïd Djinnit, qui a presque abandonné ses autres fonctions de représentant des Nations Unies pour venir s'installer à Conakry. Et je crois qu'il a fait preuve de très grande patience. Et il a déjà montré lors des élections présidentielles l'amour qu'il a apporté à notre pays. Donc je ne suis pas surpris qu'il ait consacré tant de temps pour qu'on arrive à cette situation. Nous allons remercier aussi nos partenaires multilatéraux, le PNUD, l'Union européenne, et bilatéraux, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, etc., pour toute la contribution qu'ils ont apportée pour que ce dialogue réussisse. À mes compatriotes, je commencerai par deux citations. La première citation, la personne se reconnaîtra: unir pour réformer et réformer pour unir. La Guinée a besoin de réformes et de réformes très profondes, parce que nous venons de loin. Nous ne pouvons faire ces réformes que si nous sommes unis. Mais la réalisation de ces réformes aussi permet de renforcer l'unité. Le deuxième, c'est le premier ministre des Affaires étrangères d'Algérie, Kemisti, qui avait dit aux Algériens: enrichissons-nous de nos différences. Les différences dans un pays, que ce soit entre les Kabyles, les Arabes, etc., ou entre les différentes ethnies, plutôt que d'être un inconvénient, est une richesse. Parce que si nous mettons ensemble nos richesses, si je prends aujourd'hui les Baga, la culture Baga est aussi célèbre que la culture Ifé. Donc, au lieu de que nos différences soient un obstacle, ça doit être plutôt une richesse. La Guinée a besoin de paix, de tranquillité et de concorde nationale. Beaucoup de pays voisins ont connu la guerre. Nous avons envoyé nos soldats pour nous aider. Dieu merci, la Guinée n'a jamais connu la guerre. Donc je dois féliciter tous les acteurs du dialogue. Chacun a fait preuve de bonne volonté. Chacun a pu se surpasser, se dépasser pour qu'on arrive à cet accord. Et je crois que cela honore la Guinée. Nous avons besoin de développer notre pays, parce que si nous étions appelés à être le pays moteur de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes aujourd'hui les derniers. Donc c'est un défi qui interpelle tous les Guinéens, particulièrement la classe politique. La bataille politique, ce n'est pas la guerre, c'est une compétition. Malheureusement en Afrique, vous voyez en France, les gens s'accrochent au Parlement, ils s'invectivent, après ils vont au buffet du palais Bourbon et ils vont boire ensemble. Et il faut que donc on ait une vision de la démocratie. La compétition est normale, mais la compétition ce n'est pas la guerre. Et comme nous sommes un pays à majorité musulmane, même si la Guinée est un pays laïque, disons que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui le retire. Donc nous devons être fidèles à nos traditions. Je souhaite donc que la campagne soit une campagne civilisée et que, en tout cas au niveau du pouvoir, nous prendrons toutes les dispositions pour assurer la sécurité de tout le monde. Et je souhaite aussi que chacun pense à la sécurité de l'autre. Parce que la liberté de chacun s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Voltaire disait: je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai à mort pour votre droit à vous exprimer. Et cela est extrêmement important. Je souhaite donc que l'inter-esprit nous guide. À nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, je sais que beaucoup sont déterminés à nous aider, mais l'obstacle de la division et de l'absence des élections législatives était un frein pour eux. Nous allons faire en sorte que toute l'aide qu'ils veulent nous apporter puisse être dégagée grâce à l'élection d'élections libres, transparentes, inclusives et transparentes. Donc je ne vais pas être long parce que vous avez passé déjà 2 jours difficiles. Je ne vais donc pas vous infliger un long discours, seulement vous remercier et appeler à la responsabilité de chacun.
Si la Guinée brûle, c'est nous tous qui brûlons. Si la Guinée avance, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement des militants de la mouvance, c'est tout le monde. Si à l'électricité, ça sera pour tout le monde. Si à l'eau, ça sera pour tout le monde. Si le prix du riz baisse, ça sera pour tout le monde. Donc chacun doit avoir cela et avoir pitié. Le peuple de Guinée mérite mieux. Dieu nous a donné des richesses importantes. Nous avons le minerai de fer le plus du monde. Depuis 55 ans, nous n'avons pas sorti une tonne de minerai. Nous devons être exportateurs de riz. Nous n'avons pas pu. Donc, il faut qu'on ait pitié du peuple. Et chacun, en dehors de ses ambitions personnelles, pense qu'une ambition personnelle est normale. Parce que si on n'a pas d'ambition personnelle, on ne peut pas avoir d'ambition nationale. Mais l'ambition nationale doit l'emporter sur les ambitions personnelles. C'est ce que je souhaite à tous les Guinéens et à tous les leaders politiques. Encore merci pour l'esprit de responsabilité que vous avez fait preuve. J'espère que cet esprit de responsabilité va continuer et que nous irons à des élections apaisées. Encore merci aux partenaires et merci à tous les leaders et à ceux qui les ont accompagnés, particulièrement au collectif des femmes qui sont mobilisées. Et les femmes doivent le faire. Parce que quand ça va mal, les hommes émigrent. Ils vont à Dakar, ils vont en France, mais la femme ne peut pas partir parce qu'il faut nourrir les enfants, il faut qu'elle reste. Et aussi, le développement de ce pays, il faut que les femmes et leurs enfants. Aussi la société civile et les partenaires facilitateurs nationaux. Aussi la presse, en espérant qu'elle sera plus responsable. Au lieu d'être une presse qui met le feu, ce sera plutôt une vraie responsable parce que la responsabilité appartient à chacun, pas seulement aux hommes politiques. Il faut que la presse soit responsable et qu'elle respecte les cahiers de charge. Et qu'il y ait une déontologie. Parce que la presse, comme la médecine, il y a une déontologie, chacun doit respecter cette déontologie. Je souhaite donc que chacun dans son métier respecte la déontologie de son métier et qu'il pense à l'avenir de ce pays. Je vous remercie tous. J'ai vu avec quel enthousiasme le président de la République, le chef de l'État, a accueilli les résultats de ce dialogue. Qu'est-ce que cela vous dit? Qui avait à perdre, qui avait à gagner? C'est le gouvernement qui avait à perdre si les émeutes avaient continué. Donc qui gagne dans le rétablissement de l'ordre de la paix, c'est le gouvernement. C'est pourquoi le président s'est terrible. Mais je voulais dire quelque chose à propos de la société civile. La tendance actuelle du monde politique, c'est de substituer progressivement la société civile aux partis politiques dans la conquête du pouvoir. Pour ce qui concerne notre pays en 2007, ça a été une sorte d'expérience. Les syndicats avaient pris le dessus sur les partis politiques. Et les syndicats ont posé des revendications politiques pour la première fois. Ils ont demandé la mise en place d'un gouvernement de consensus avec un premier ministre comme chef de gouvernement. Ce n'est pas de leur ressort, ça. Et ils parlent des intérêts catégoriels, pas d'un gouvernement. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce que ça concorde avec la tendance générale actuellement au niveau du monde entier. La société civile prend de plus en plus. Mais comme l'a dit M. Silla, malheureusement en Guinée, elle a une connotation politique. Elle est influencée plus ou moins par les partis politiques. C'est ça la vérité. C'est pour ça que je voulais ajouter ça. Est-ce que ce n'est pas un peu parce que les hommes politiques se cachent derrière, se démissionnent un peu plus mais la société civile, ce sont ceux qui ont fait mauvaise fortune en politique, qui viennent là. Le plus souvent c'est ça. C'est ceux qui ont échoué totalement en politique qui viennent de la société civile. C'est la vérité. Sinon les syndicats, c'est la société civile. Bon, l'organisation des femmes, des jeunes, etc. Qui ne sont pas des partis politiques. Comme il l'a dit, nous avons été accompagnés par un certain nombre de femmes. C'est la société civile. Elle nous a accompagnés en tant que mères de famille qui sont sensibles, qui sont plus ou moins victimes de toutes les violences dans les sociétés. Quand il y a violence quelque part, les enfants qui les subissent, c'est les enfants des femmes. Le plus souvent, on viole les femmes. Nous savons ce qui se passe à l'est du Congo. Aujourd'hui, nous en gardons en Guinée. Donc c'est pourquoi la société civile est plus ou moins concernée. Mais je dis qu'ici, elle est plus ou moins affiliée au parti politique. C'est dommage. Professeur Salif, oui. L'accompagnement de la communauté internationale n'a pas laissé un seul doute, puisqu'on a vu la présence effective des ambassadeurs de France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la CEDEAO, du système des Nations Unies, de l'OIF. Qu'est-ce que cela vous évoque? L'extérieur veut imposer à la Guinée ou c'est quoi? Vous savez, j'ai parfois cette impression parce qu'au début,
J'ai entendu dire les gens, écoutez, on n'a pas besoin, on aurait pu régler ça entre nous. Et les gens le disent souvent en Guinée, pourquoi faire venir l'étranger? Mais je voudrais dire que c'est un fait fondamental, que très souvent, on intervient même dans les États que vous croyez les plus développés, il y a ces procédures de médiation ou autres. Si nous avons eu recours à la société internationale, c'est parce que nous n'avons pas été en mesure de nous entendre entre nous. Vous pensez que le professeur Somparé et moi-même, nous pouvions avoir toutes les compétences. Mais si on avait laissé cette affaire à nous deux, ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il parlera, on va dire que c'est ceux qui l'ont mandaté qu'il est en train de défendre. Et de mon côté, ils vont dire cela. Ils ne peuvent pas croire que nous sommes capables de nous élever au-dessus de ça et d'être neutres. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a inévitablement cette intervention, d'abord de l'extérieur. Et je dois vous dire qu'en matière de médiation, nous sommes chargés de proposer des solutions. C'est un mode de règlement non obligatoire des conflits. À la différence de l'arbitrage et de la justice internationale. Donc vous proposez. Les partis acceptent votre proposition. Mais vous savez, même si c'est la médiation, il faut qu'il y ait une force derrière la médiation qui est capable de faire accepter par les partis. Ce n'est pas obligatoire, d'accord. Mais ici, la communauté internationale, que ce soit les Nations Unies, l'OIF et tout, mais elle intervient pour nous aider dans beaucoup de domaines. Mais même si c'est vous, quelqu'un intervient pour vous réconcilier. Vous savez que si la personne a beaucoup de capacités, elle peut parfaitement arriver à vous réconcilier plus vite que quand vous êtes vraiment entre vous et quelqu'un d'autre part, on dit ah mais alors je pense que il ne faut jamais qu'on se dise non, nous sommes indépendants, c'est un... Je crois qu'il faut laisser ce petit côté de patriotisme. Vous avez regardé, même dans d'autres pays africains, il y a des médiateurs partout. Côte d'Ivoire, Mali, tout cela on a vu. Mais même les grands pays, ça ne se dit pas, mais ça se fait. Et historiquement, vous avez vu, même l'arbitrage qui était... On disait parfois, le pape est chargé de faire l'arbitrage entre des États, alors que le pape a un petit État, mais c'est l'autorité morale que le pape représentait et cette capacité de peser sur les partis qui faisait qu'on faisait appel à lui. Alors je crois qu'il ne faut pas s'offusquer qu'on ait cette aide, sans compter le fait que nous avons besoin de l'assistance étrangère, technique et financière. Voilà, technique et financière. Alors ça, on ne peut pas. Les élections que nous allons faire, l'État guinéen va contribuer, mais nous n'avons pas les moyens suffisants pour faire nous-mêmes les choses. Il faut dire la vérité. Alors, il y aura une participation. Et quand quelqu'un met son argent quelque part, il a quand même son mot à dire. Je crois que c'est un peu ce problème-là. Il ne faut pas que les Guinéens s'offusquent. Ce n'est pas que ça porte atteinte à notre souveraineté. Il est toujours établi que partout, les gens, entre les États, les autres ne le crient pas, mais même les grands États parfois ont besoin de médiateurs pour régler certains problèmes. On ne le dit pas publiquement, mais nous, je crois que c'est ce qui offusque certains. Mais je pense que ça a été une bonne chose. Nous avons eu constamment la présence de l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis. Ils ont participé à tout. L'Union européenne, l'OIF, bien la CEDEAO, les Nations Unies, avec tout le soubassement qu'ils nous ont offert, cadre de négociation et tout moyen. Vous savez, ça, c'est pas une petite chose. Quand on se retrouve au sein des Nations Unies, c'est une zone plus neutre. Toutes les parties prenantes arrivaient là-bas, venaient, on acceptait. Alors je crois il faut dépasser certaines choses. Ne soyons pas offusqués par ça. Nous sommes dans un cheminement. Et ce cheminement appelle qu'on ait beaucoup d'assistants et qu'on ne soit pas tourné vers nous-mêmes seuls. Président Somparé. Je voudrais ajouter. Oui, allez-y. Ce que M. Sylla vient de dire, c'est évident. Il y a le droit d'ingérence qui
pris naissance, qui s'est développé en tout cas à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a constaté toutes les atrocités que le régime nazi avait fait, la conscience universelle a été interpellée. À partir de là, au niveau des Nations Unies, on a décidé qu'il ne faut plus tolérer ce genre de déviance. Et que si ça se présente quelque part, c'est le devoir des différents pays d'intervenir. Ceci dit, il y a les zones d'influence qu'on ne peut pas éliminer. Quoi que l'on dise, la Guinée est sous influence de la France. C'est notre pays de caution. C'est le chef de file de l'Occident. Et rien à faire. Quand un problème concerne la Guinée, la France est là. C'est naturel. Et les États-Unis l'accompagnent pour ne pas laisser la France seule. De plus en plus. N'oubliez jamais qu'actuellement, il y a un problème entre le monde occidental traditionnel et la Chine. C'est ce qu'on appelle pays émergents. La Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Les autres sont là et ne vont pas laisser les pays émergents prendre tout le marché du monde. Ils vont surveiller. Or, la Guinée a des potentialités quand même. Comme il l'a dit, ceux qui nous apportent des aides, ils ne peuvent pas être indifférents. Le gap pour les élections législatives, c'est plus de 10 milliards. Qui va accompagner ça? Ce sont les bailleurs de fonds là qui vont le donner. Quand ils donnent, il faut qu'ils aient leur mot à dire. C'est ça la vérité du monde. Tout est relatif. La France, quand il y a des problèmes, les États-Unis interviennent. L'Allemagne intervient. C'est la vérité. Donc, si ça se fait à notre niveau, il faut que nous soyons capables de serrer un peu notre orgueil national pour être réalistes et voir la réalité internationale en face pour pouvoir en bénéficier, comme les autres le font. C'est important. Professeur Salif, est-ce que l'espoir est permis pour notre pays? Mais l'espoir est permis pour la Guinée. Je pense que nous entamons un processus. Souhaitons qu'il n'y ait pas d'autres obstacles devant, que nous nous ressaisissions pour aller de l'avant. Nous avons, il a parlé des potentiels tout à l'heure, mais je pense que la première richesse d'un pays, c'est d'abord l'homme. Vous avez beau avoir tous les minéraux du monde, si vous n'avez pas la capacité humaine de les mettre en valeur, c'est de la terre que vous avez là. Ça ne sert à rien du tout. Le Japon, ils n'ont rien. Mais vous avez vu leur niveau de développement. Alors, il faut qu'on forme l'homme d'abord. Et je pense que quand l'homme est formé, il y a beaucoup de choses qui vont transcender et on va pouvoir aller de l'avant. Mais je crois que l'essentiel, c'est de peser d'abord sur les hommes, leur formation, leur conscientisation. Élever le niveau de civisme, déjà. Alors, quand nous serons arrivés à cela, je pense que toutes ces richesses que nous avons, on parle de scandale, on dit à le fer et tout. Mais si vous n'avez pas la capacité intellectuelle et financière, vous pouvez sortir ça de la terre. On ne peut pas sortir ça de la terre. Eh bien, ça devient une sorte de mirage. On dit, on est riche, scandale géologique. Mais ça ne veut rien dire. Ça devient l'âme qui porte une tonne d'or. Et bien voilà, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on arrive à sortir de cela. Mais je pense que l'espoir est permis. Ce qu'il faudrait faire, c'est que maintenant que nous avons entamé ce processus de dialogue, il ne faut pas qu'il s'arrête simplement à ce problème d'élection législative. Il faut que l'on continue et que cela ne soit pas interrompu. Le débat politique, ce n'est pas nécessairement la violence. Évidemment, la violence intervient toujours. Vous le voyez dans tous les pays, hein, les gens ils se battent là, même vous voyez en France et tout, les gens ils se battent. Les députés se donnent des fois des coups de poing. Voilà, tout ça se fait. Mais il ne faut pas que la violence devienne la règle par rapport au débat politique. Alors, il faut civiliser nos débats. Et je pense qu'à ce niveau-là, essayons la dynamique que nous venons d'ouvrir, eh bien, de poursuivre cette dynamique-là. Je pense que la Guinée peut avoir de l'espoir. Président Samparay, vous avez été de tous les grands combats de la Guinée depuis la fin
de la colonisation, les années d'indépendance de la Guinée. J'ai même représenté la Guinée à l'extérieur. J'ai été président de l'Assemblée nationale. Donc, un homme bien placé pour parler au Guinéen. S'il y avait un mot aujourd'hui à dire aux Guinéens, que diriez-vous pour terminer cette émission? D'abord, l'esprit de paix. Il faut qu'on privilégie la paix, la tolérance, et que l'on institue le débat, par conséquent le dialogue, comme il l'a dit. Le dialogue ne doit pas être ponctuel, il doit être permanent. À propos de tout, il faut qu'on discute. Parce que le dialogue suppose que vous faites confiance à l'intelligence de l'autre et que vous croyez en une vérité vers laquelle vous évoluez. L'art du compromis, c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'art du compromis. Il faut qu'on accepte le compromis. Edgar Faure dit, avoir toujours raison est un grand tort. Nul n'a toujours raison. Par conséquent, il faut rechercher la vérité, la raison en discutant. Si cela se fait, alors nous pourrons consolider et la paix sociale et la tolérance dans notre pays pour que l'on puisse déboucher sur le développement. Mais il a dit que la ressource humaine est fondamentale. Il faut la former. Notre faiblesse principale, c'est en cela. Notre ressource humaine n'est pas bien formée par rapport à tous les pays qui nous entourent. C'est ça la vérité. Nous sommes derniers. Le président a dit hier qu'on nous disait le scandale pour l'Afrique occidentale, mais aujourd'hui nous sommes les derniers de la sous-région. C'est la vérité. Parce que nous n'avons pas su valoriser cette ressource humaine. J'en sais que j'ai été responsable de l'éducation nationale, je sais de quoi je parle. Il faut que l'on corrige cela, que l'on investisse, que le gouvernement donne beaucoup d'argent pour la promotion de l'école guinéenne. C'est important. Si cela se fait, alors le peuple de Guinée est promis un grand avenir. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Condé. Merci. Professeur, merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, aujourd'hui, les Guinéens ont décidé de se mettre ensemble, de discuter et de tomber d'accord pour l'avenir de ce pays. La balle est dans le camp de chacun de nous. Je dis grand merci au président Aboubakar Chompare, qui a été président de l'Assemblée nationale et l'un des facilitateurs de la crise guinéenne, et au professeur Salifou Silla, qui a également été ministre de la Justice et parmi les facilitateurs, d'être venu dans l'émission Gouvernance. À vous, amis téléspectateurs, je vous dis merci et bonsoir, où que vous soyez, à travers le monde.